Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne. Et c'est bien moi, même si, parce que si vous écoutez ce podcast en audio, j'ai la voix d'un adolescent qui est en train de muer. Donc voilà, je n'ai pas à sous-traiter cet épisode, soyez rassurés. Aujourd'hui, on fait une interview avec une de mes collègues qui s'appelle Anrita Berchi, qui est psychologue et puis qui s'est spécialisée en psychologie du sport et qui continue, en fait, chaque fois qu'on se voit, il y a 2 ou 3 formations qui se sont ajoutées entre-temps. Donc, on va parler de psychologie du sport, de mental et sûrement plein d'autres choses. Anrita, bienvenue. Est-ce Merci. que tu veux peut-être te présenter un peu plus en détail ? Ouais, tout à fait. Déjà, merci pour l'accueil. Donc, comme tu l'as dit, je suis psychologue. Je me spécialise en psychologie du sport. J'ai aussi une certification de coach, en accompagnement individuel et d'équipe. Donc voilà, j'interviens autant pour des groupes que pour des suivis individuels. Et à côté de ça, j'ai une autre casquette, ou plutôt une ancienne vie que j'ai eue d'ancienne sportive d'élite dans l'équitation. Voilà un petit peu qui je suis. Et puis, finalement, là, on en a discuté un peu hors enregistrement, mais c'est finalement de plus en plus ta pratique et puis ta vie commence à se mélanger, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tu fais de plus en plus de ponts, justement, entre tes différents points d'expertise. Donc, actuellement, tu travailles autant avec des gens tout venant que des athlètes, ou est-ce que tu te spécialises vraiment de plus en plus dans le sport ? Alors, je dirais que de manière générale, je travaille surtout avec les athlètes. C'était aussi la raison pourquoi j'ai voulu faire la psychologie du sport, de par mon parcours, ce que j'ai appris, ce que je voulais pouvoir mettre à profit pour les athlètes. Et je me suis rendu compte que les athlètes, c'était certaines compétences, des choses bien précises qu'on peut travailler au niveau du mental, mais finalement, il y a beaucoup de choses qui s'appliquent aussi à différents domaines de la performance. Donc, par exemple, dans le domaine de l'entreprise, des postes à responsabilité, des cadres, des managers, on va aussi travailler sur des aspects qui sont assez similaires aux athlètes. Donc, c'est élargi à ce champ-là. J'ai aussi une partie de suivi qui sont pas spécifiquement d'athlètes non plus, mais qui vont peut-être toucher à des thématiques où on peut faire des liens, comme de la gestion du stress, par exemple, des émotions. Donc voilà, il y a toujours beaucoup de liens. Et principalement, c'est ça. Je fais des ponts avec mon ancienne pratique. Peut-être on va aussi un peu en reparler, j'imagine. Mais le cheval, voilà, j'ai envie de l'intégrer dans mes accompagnements aussi. Donc voilà, beaucoup de choses qui font sens petit à petit et qui sont en train de se mettre ensemble pour pouvoir apporter un max d'outils, de ressources aux personnes que j'accompagne, quoi. Dans tes athlètes, alors je sais que tu travailles pas mal avec des combattants. Est-ce que c'est principalement ce type de sport actuellement qui t'occupe, ou tu as des athlètes d'autres sports aussi, d'autres disciplines ? Alors, je dirais que je ne travaille pas principalement avec des combattants. J'accompagne des combattants. Mais c'est très varié. C'est aussi une partie que j'adore, en fait, du métier. Je pourrais te faire une liste de certains sports, mais vraiment, ça va des sports de combat, de l'équitation, de la natation, du vélo, du badminton, des pilotes. Voilà, c'est très, très, très varié, je dirais, quoi. Donc, mais c'est vraiment une chouette partie. Donc, je pourrais pas dire que j'ai un sport en particulier de prédilection. C'est pas non plus nécessairement l'équitation. Donc voilà, je suis ouverte à toujours aussi découvrir des nouveaux sports. Je trouve ça passionnant. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans l'intro, mais Anrita, si vous êtes fidèle dans le podcast, on avait fait l'interview de Noam Yaron et on avait mentionné son nom. Donc, si vous n'êtes pas allé checker qui c'était sur le moment, maintenant, elle est devant vous. Est-ce que, c'est intéressant, est-ce qu'en te faisant cette formation, est-ce que tu pensais travailler essentiellement au début avec des gens dans l'équitation, dans ton monde, ou c'était pas du tout le but à la base ? Moi, je pense qu'il y avait un attrait pour ça, certainement, parce que j'ai vu tout ce que j'ai appris par les chevaux déjà. C'est eux qui m'ont amené aussi surtout à
à me rendre compte de l'importance de gérer ses émotions, de gérer son stress. Parce que même si tu peux te dire à toi-même, je suis pas stressé, tout va bien, bah, ton cheval, il va vite te faire comprendre que qu'il a senti que c'était pas vrai. Donc moi, ça m'a déjà beaucoup aidé. Donc je me suis dit, ah ben tiens, ben, pour les cavaliers, c'est sûr que ben, j'aimerais pouvoir partager ça, aussi connaissant le milieu. Mhm. Mais assez vite, je me suis rendu compte, ben, typiquement dans les sports de combat ou dans ces différents sports où j'interviens, ben, que cette facette mentale, elle est si importante. Et justement, ça a dépassé ensuite le milieu du cheval, parce que c'était vraiment me dire, mais qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce que je peux apporter aux athlètes, que ce soit voilà, pour mieux performer, pour plus de santé mentale, et pas me restreindre en fait finalement à un seul domaine. Et aussi raison pourquoi je ne fais pas que non plus des suivis de sportifs. Hein. Mhm. Voilà, ça s'applique finalement à tout le monde. Est-ce que, peut-être question bête, mais dans l'équitation, est-ce que il y a je sais pas, préparateurs mentaux ou comme ça spécifiques pour les chevaux, ou c'est de toute façon on travaille sur le ou la cavalière? Ah, c'est une question très intéressante. Moi, je dirais qu'on travaille principalement sur le cavalier. Euh, Après, pour contextualiser, je dirais que c'est vraiment dans le sport équestre. Après, il y a différentes pratiques avec les chevaux, etc. Mais si on prend vraiment la compétition, le sport équestre, on va travailler surtout avec les athlètes, même si je pense que ce serait intéressant, justement, et c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur de pouvoir développer, de vraiment mettre en lien la relation cavalier-cheval, parce que on peut parfois passer à côté de ce que le cheval nous renvoie. On dit souvent, hein, le cheval est le miroir de nos émotions. Donc, on peut vraiment l'intégrer en fait dedans aussi, en disant, ben voilà, quand il réagit de telle façon, avec tel comportement, ben, qu'est-ce qui se passe chez le cavalier, et pouvoir aller creuser à partir de là. Mais après, ben, c'est clair que c'est le cavalier qui va travailler sur lui-même, par exemple, apprendre à se réguler, pour pouvoir aussi ensuite réguler son cheval. La gestion du stress, par exemple, pour lui, ça va aider forcément comment son cheval va pouvoir se sentir. Hmm. Est-ce que, alors tout sport confondu, est-ce que tu as un peu tes techniques, tes approches ou tes protocoles comme ça qui sont finalement interdisciplinaires, ou est-ce que ça change drastiquement en fonction du sport que l'on pratique? Je dirais pas qu'il y ait une chose qui change drastiquement. Bien sûr, on s'adapte à chaque sport, comprendre ben, les demandes, les exigences, mais pour moi, il y a une base de toute façon qui reste commune, et c'est quelque chose sur lequel je mets un gros point d'attention, même hors sport, mais je dirais surtout aussi pour les sportifs et la performance, c'est la respiration. Pour moi, c'est vraiment un point central, parce qu'on le néglige, et d'autant plus, je dirais, dans le milieu du sport, parfois, où le fait qu'on soit entraîné et qu'on ait un bon cardio, par exemple, ben on se dit, ben voilà, je respire bien et c'est OK. Alors que finalement, la façon dont on respire peut-être hors du sport, comment on respire quand on dort, par exemple, ben ça, on n'en est pas forcément conscient. Et on peut très bien, en fait, être tout le temps dans un mode de respiration et de fonctionnement qui nous fatigue sans se rendre compte, qui nous amène à être un peu stressé, comme ça, avoir un petit stress latent, parce qu'on respire de façon un peu rapide. Et tout ça, par exemple, ça impacte la récupération et puis ben, la performance au moment de l'effort. Donc, pour moi, c'est vraiment un pilier de pouvoir être conscient de ça. Et puis, ça permet de faire aussi beaucoup de liens avec d'autres choses, parce que si on vient travailler sur sa respiration, bah ça amène aussi à être dans la conscience de soi, de pouvoir prendre des moments, de sortir du pilote automatique, à dire, OK, bah, comment je respire là maintenant, comment je me sens, ou si on se retrouve dans une situation voilà, challenge, ben, faire ce stop pour pouvoir un peu se recentrer. Donc là aussi, on peut introduire d'autres choses pour se dire, qu'est-ce que je ressens au niveau de mes émotions, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma tête, dans mon corps. Et c'est un point de départ que je trouve intéressant. Ouais. Et de ce point de vue-là, je dirais que c'est assez interdisciplinaire, parce que c'est une conscience de soi, et ensuite ben, pouvoir avoir des outils plus spécifiques ensuite pour travailler sur les états internes qu'on a à ce moment-là. Mais
je dirais pas forcément qu'il y a, non, il y a des choses drastiques qui changent justement. Ouais, c'est plutôt avoir une base. Moi, je le vois aussi un peu comme ça. Après, ça va dépendre aussi bien sûr des suivis et des demandes, hein, pourquoi la personne vient. Mais je trouve toujours intéressant d'avoir cette base d'outils déjà de régulation parce que ça fait énormément, hein, déjà. Si on pense au fait qu'on est peut-être stressé sans le savoir, on respire pas très bien, on a des problèmes de sommeil. Déjà de venir travailler là-dessus, je dis pas que ça règle tous les problèmes, hein, mais c'est quelque chose qu'on sous-estime, quoi, de pouvoir vraiment avoir un sommeil récupérateur. De partir de là, ça peut de toute façon aussi amener des ressources. Oui, puis alors là, ça règle pas tout, mais c'est quand même une pièce centrale. Ouais. Et typiquement, le fait de s'entraîner beaucoup, mais pas assez dormir, Ouais. de la même manière que pour le travail intellectuel, hein, si on révise beaucoup pendant les révisions d'examen, puis qu'on dort pas assez, c'est pas que ça sert à rien, mais on perd en fait la moitié du boulot, simplement parce que pour récupérer ou pour apprendre, mais finalement, l'entraînement, c'est aussi apprendre des mouvements, un bon sommeil suffisamment long et de qualité, c'est essentiel. Ouais. Du coup, je profite pour te poser une question parce que je vois qu'il y a pas mal de hype autour de ça en ce moment et je crois que tu as travaillé un peu avec ça avec Noam. Enfin, en tout cas, j'ai vu quelque chose passer sur les réseaux, justement par rapport à la respiration nasale et puis surtout au fait de dormir avec un scotch sur la bouche. Ouais. Explique-moi un peu comment ça se passe et puis quels sont les avantages à faire ça. Oui, ça rejoint ce que tu disais avant. Ça me permet de rebondir parce qu'il y a la quantité de sommeil, mais il y a surtout la qualité de sommeil. Et on sait que, par exemple, si on ronfle, si on dort la bouche ouverte, si on a des problématiques d'asthme, c'est des choses qui vont impacter la qualité du sommeil. Donc très souvent, on ne s'en rend pas compte, hein, forcément, à moins que quelqu'un nous le dise. Mais il y a des signes comme le fait de se réveiller encore très fatigué et porter un peu cette fatigue comme ça latente ou d'avoir la bouche très sèche en se réveillant, par exemple. Ça va être un signe que il y a peut-être des choses qui se passent en fait pendant la nuit. On respire pas de façon optimale. Et du coup, là où ça fait lien avec la respiration nasale, c'est que finalement, comment on respire la journée, et là je parle même sportif, non sportif, c'est déterminant de comment on va respirer aussi pendant la nuit. Hein, si on a certaines habitudes, et aussi à l'effort, hein, si on respire, on voit même, on monte un escalier, on va courir, ça va être une amplification de certaines habitudes respiratoires qu'on a. Donc on va vraiment essayer de travailler sur ce qu'on appelle une respiration fonctionnelle, justement, pour que déjà dans le quotidien, on soit le plus juste possible. Et là, on parle justement de la respiration nasale pour plusieurs raisons, parce que finalement, le nez sert à ça, à respirer. Il a plus d'une dizaine de fonctions importantes, et quand on respire par la bouche, on perd beaucoup des fonctions importantes du nez. Et la bouche n'est pas faite non plus pour respirer. Et ça c'est vraiment... Il y a beaucoup de choses qui sont discutées autour de la respiration. Hein. On entend plein de choses, mais il y a aussi beaucoup de recherches qui ont été faites sur la respiration nasale. Donc, tout ce que je dis là, c'est basé sur pas mal de recherches. Mais déjà, simplement, un exemple tout bête, je ne vais pas tout lister, mais en respirant par le nez, déjà, on filtre toute la pollution, tous les déchets qu'il y a dans l'air. Hein. Si on va courir et puis on respire comme ça, ça va directement dans les voies aériennes, dans les poumons, et ça crée des irritations. Donc, si on a des problèmes d'asthme, comme ça, on va par exemple favoriser plus de ce genre de problématiques. Et un truc aussi intéressant, c'est que quand on respire par la bouche, souvent on va respirer un peu plus rapidement. On voit bien justement quand on est essoufflé, il y a ce mécanisme, on respire par la bouche, et du coup on respire plutôt par le haut du thorax, qui est lié au mécanisme de stress, quoi. Hein, on parle souvent justement la fuite, la survie, etc. Donc on a un peu ce sentiment d'anxiété. Notre corps, il se sent pas en sécurité. Donc sans le savoir, en respirant un peu de façon rapide, comme ça, superficielle, on est tout le temps en train de maintenir le corps en état d'alerte, et sans s'en rendre compte.
Donc, quand on respire par le nez, déjà automatiquement, on va plus facilement avoir une respiration plus lente. Parce qu'il y a aussi, ça demande un peu plus d'effort. On sent qu'il y a un peu plus de résistance quand on respire par le nez. Et cette résistance fait qu'on est aussi moins dans une respiration rapide, à prendre beaucoup d'air d'un coup. Et on pourra aussi plus facilement respirer avec la partie du bas de la cage thoracique et du diaphragme, qui est justement aussi liée à une respiration plus calme, plus profonde. Donc, on peut sortir de ce mode survie dans lequel on est si on respire un peu de façon rapide. Donc, ça, c'est vraiment dans les grandes lignes l'important de respirer par le nez. Et puis, le tape, justement, il semble un peu barbare quand on le voit, mais en fait, il y a plusieurs méthodes. Mais celui avec lequel je travaille, c'est cette tape comme de physio, en fait. Donc, c'est pas le gros scotch qu'on peut imaginer. C'est ce tape qu'on met qui est rectangle, puis il y a les lèvres qui... On peut quand même ouvrir la bouche, en fait. Okay. Mais c'est juste que ça tient la bouche fermée, en fait. Ça facilite juste le fait qu'elle reste fermée. Donc, il n'y a pas ce truc où ça peut être un peu stressant de se dire... Donc, c'est pas complètement fermé? Non, c'est pas complètement fermé, en fait. Ok, d'accord. Ouais. Donc, ça va. Après, c'est plus l'aspect peut-être esthétique ou comment il faut demander à son ou sa conjointe. Voilà, mais ça, c'est autre chose. Mais après, si ça permet de bien dormir, il y a aussi quand même pas mal d'avantages. Mais c'est ce qu'on va justement essayer de faire. Et c'est vrai que les retours sont souvent assez surprenants pour les personnes qui mettent ça une nuit. Parfois, ça fait des semaines ou des mois qu'elles n'ont pas dormi ou qu'elles se réveillent fatiguées, ou certains qui mesurent aussi les phases de sommeil pendant la nuit avec des applis, des montres. On voit qu'il y a un changement. Elles se réveillent. J'ai jamais passé une nuit comme ça. En forme, puis vraiment parce que le corps fait l'adaptation, quoi. Il vient à respirer par le nez, donc on peut aller dans des phases de sommeil plus profondes, quoi. Et puis est-ce que c'est nécessaire après on met tout le temps ces scotch, ou est-ce qu'au bout d'un moment le corps il comprend, puis finalement automatiquement il va rester comme ça? Ça dépend un peu des gens. J'entends un peu les deux. Après c'est comme plein de pratiques. Des fois, on le fait régulièrement au début, et puis après, on le fait moins, et puis on voit que ça va. Puis de temps en temps, on reprend. Enfin, voilà, ça dépend un peu des personnes. Parce que c'est vrai que c'est difficile de se dire, OK, toute ma vie, je vais dormir avec un tape sur la bouche, mais peut-être, dépendant peut-être aussi des changements qu'on met en place au quotidien, ça va aussi influencer. Comme je disais, comme on respire pendant la journée. Là aussi, il y a d'autres adaptations qui se créent. Il faut vraiment voir ça comme un cycle où tout est lié. Plus je vais avoir l'habitude de respirer rapidement pendant la journée, plus mon corps, justement, va être peu tolérant à certains stress. Plus il va être sensible aussi, justement, à ces irritations. Moins bien on va dormir. Et puis, on maintient en plus ces mauvaises habitudes de respiration. Tu vois, donc, tout est lié. Donc, en travaillant sur les différents aspects, je pense que ça, dans l'ensemble aussi, ça peut vraiment avoir un impact. Donc, on peut se taper la bouche, nous, pour bien dormir. Et puis, la journée, on peut taper la bouche de nos collègues. C'est ça. S'ils nous dérangent un peu trop. Là, c'est une double action anti-stress. Exactement. Ça m'a intéressé parce que j'ai vu justement Noam poster là-dessus. Et puis, jusqu'à maintenant, j'avais vu ça passer plusieurs fois, un peu sur TikTok ou comme ça. Mais bon, on sait qu'il n'y a pas forcément que des trucs hyper recommandables. Puis je me disais, mais ça m'intéresse. Alors bon, moi, j'ai tout le temps le nez bouché, donc j'avais aussi cette crainte. Je me suis dit, mais si j'ai un truc qui ferme complètement, est-ce que tu peux t'étouffer? Alors, je pense pas, mais... c'est un bon point, parce que c'est souvent justement la première réaction des gens aussi quand on parle de passer d'une respiration par la bouche à une respiration par le nez. Mais là aussi, déjà, le corps fait des adaptations, ça c'est sûr, parce que il va devoir fonctionner le nez, justement. Mais il le fait pas parce que on a l'habitude du coup de respirer par la bouche. Mais un autre point aussi intéressant avec la respiration par le nez, c'est qu'il y a de l'oxyde nitrique dans les narines. Et l'oxyde nitrique, il a plein de qualités intéressantes, mais il y a notamment qui favorise l'oxygénation
Et aussi, il a ce pouvoir décongestionnant un peu de nos narines. Donc, dans les exercices, par exemple, qu'on fait, peut-être que ça, tu as vu aussi sur Internet, on peut se boucher le nez quelques secondes, compter 5 secondes, et puis ensuite inspirer de nouveau par le nez, et puis faire quelques répétitions comme ça. Et quand on se bouche le nez, par exemple, il y a cette accumulation de l'oxyde nitrique qui se fait. Et si après j'inspire par le nez, vraiment ça va aller partout dans mes voies respiratoires. Et ça décongestionne le nez. Et en le faisant régulièrement, en fait, on a beaucoup moins ces problématiques de nez bouché. Et comme je te disais, le cycle de nouveau va changer parce qu'on peut mieux respirer par le nez et ça fait la cascade de bienfaits que je mentionnais avant. Donc, c'est toutes des choses vraiment sur lesquelles on peut travailler. Les athlètes, c'est la même chose. Aussi, dans les sports de combat, par exemple, on peut avoir... si on a eu le nez cassé, si... selon comment, ça peut être difficile au début de respirer par le nez. Mais là aussi, on peut, par ces petits exercices, aider le nez à se décongestionner, par exemple. Oui, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que c'est bien de toujours préciser que après, en fait, ça fait une cascade. Alors, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, si on fait quelque chose de positif, généralement, ça entraîne une cascade de bienfaits. L'inverse fonctionne aussi. Donc, un des premiers piliers de la préparation mentale, c'est l'autorégulation, notamment au travers de cet outil qu'est la respiration. Est-ce qu'il y a d'autres grands piliers qui sont un peu des incontournables dans tes prises en charge? Oui, écoute, quand on parle de la respiration, par exemple, et de l'autorégulation, ça s'applique à différents contextes finalement parce que ça intervient peut-être dans le moment de la performance. On va se dire, se préparer, on a un gros moment de stress, quelque chose avec de l'enjeu, là, on sait quoi faire. Mais c'est aussi la récupération. Pour moi, ça, c'est aussi un point central dans le suivi des athlètes parce que c'est intense. C'est, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il y a beaucoup de demandes. C'est des environnements exigeants où souvent, jusqu'à il y a peu, la récupération... dans beaucoup d'environnements, c'est un truc qui passe en dernier, un peu. Voilà, pas partout, mais il y a souvent un petit peu dans cet esprit-là. On est dans la performance, le plus, faut souffrir, on tient le coup. Et maintenant, on sait que c'est vraiment un des piliers centraux, quoi. Il y a la nutrition, l'entraînement physique, le mental, mais il y a la récupération, vraiment la qualité de ça, se donner la possibilité, s'autoriser de pouvoir... avoir vraiment d'être bon en récupération, quoi. Ça fait une vraie différence. Donc ça dans le suivi des athlètes, ça peut passer par différentes choses. Ça peut être parfois des questions organisationnelles, parce que le gros frein, souvent, c'est qu'il y a beaucoup de choses en même temps. Si c'est des jeunes, par exemple, il y a l'école, ils ont des emplois du temps extrêmement chargés. Donc, c'est aussi de réfléchir ensemble, quels sont les moments ressources, quels sont les moments pour couper, est-ce que c'est possible, et comment on peut aménager des choses. Ça, c'est un exemple. Ou simplement sur une saison aussi, de se dire, OK, quand est-ce que c'est plus intense, moins intense, comment on peut optimiser dans ces moments-là, de quand même avoir de la récupération. Parce que là, on parle vraiment de la performance, mais après vraiment de la santé aussi mentale, enfin physique et mentale, quoi. Parce que ça... Le surentraînement arrive, voilà, on en entend beaucoup parler, et c'est l'aspect préventif aussi. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est aussi quelque chose auquel je me sens vraiment... je sens qu'il y a vraiment de l'importance à mettre dessus pour sensibiliser aussi ça. Puis d'écouter son corps. Je me rends compte vraiment que c'est pas facile parce que même d'expérience, il y a souvent ce côté plus et ralentir. Ça peut être connoté un petit peu on fait pas assez. Il y a tout l'environnement qui met énormément de pression. Donc c'est aussi pouvoir discuter ensemble je ressens que mon corps il me dit ça, il est fatigué, et puis je peux m'autoriser de prendre du repos. Donc ça, c'est, je dirais, un point important, mais où du coup on va aussi utiliser des techniques spécifiques pour que on puisse l'optimiser, parce que récupérer, par exemple, c'est pas que je me mets sur mon canapé, je fais rien. On peut
récupérer en faisant des choses ressources, donc s'assurer qu'on a des activités aussi dans la mesure du possible à côté qui nous font du bien. Aussi, justement, comment on respire. Ce genre de petites choses, c'est aussi des éléments importants de la récup. Donc ça, c'est un autre gros point, je dirais, pour moi. Et c'est vrai que on voit pas mal de changements ces dernières années entre la mentalité très old school on s'entraîne toute la journée, aucun repos, t'as une blessure, ça dans les sports de combat notamment, mais t'as une blessure, tu t'entraînes sur ta blessure. Et on voit que maintenant, en fait, on s'entraîne beaucoup moins, mais a priori beaucoup mieux, parce que justement, c'est beaucoup plus scientifique, calculer les temps de récup, entre les exercices, même la nutrition, toutes ces choses-là. Donc, et je trouve intéressant que tu parles du côté organisationnel, parce que c'est vrai que quand on parle sportif d'élite, on imagine un peu vraiment le top 1% qui a que ça à faire, où justement, la journée, elle est réglée avec les entraînements, la récup, tout. Mais la plupart, finalement, des athlètes qu'on va rencontrer, et surtout en Suisse, ils n'ont pas que ça à faire. Ils ont tous un travail à côté, ou des enfants dans l'école. Donc, c'est toutes des contraintes aussi à gérer en même temps. Oui, absolument. Ça fait beaucoup de facteurs potentiellement stressants qui sont là. Donc, non, je pense que c'est vraiment pas toujours facile de pouvoir allier tout ça. On est différentes. Il y a différentes casquettes. On a une identité de sportif, mais justement, on est aussi on peut être père ou mère de famille, travailler, avoir une vie sociale. Donc, il y a aussi cette notion d'équilibre, quoi, vraiment aussi à trouver. Qui on est d'autres à côté du sport. Ouais, ça c'était J'ai accompagné quelques athlètes dans ma carrière, pas énormément, mais c'était des suivis très instructifs. Et en fait, un des trucs qui m'a marqué, qui était là à 100% du temps, c'était la personne vient avec une demande très très précise sur son sport. Je veux courir tant de secondes plus vite ou améliorer mon shoot ou peu importe. Et puis en fait, je commençais jamais par là parce que je commençais tous ces accompagnements comme des accompagnements normaux, entre guillemets, où on parlait plutôt justement de l'estime de soi, tu parlais d'identité, voilà comment faire pour gérer quand c'est mon monde, c'est le sport. Depuis que je suis tout petit, tout est lié à ça, puis tout d'un coup, il y a peut-être une fin de carrière, comment je gère ça, les attentes des parents. Donc, en fait, c'est là où je me suis rendu compte que la préparation mentale, c'est pas juste on optimise une performance, c'est gérer tout un univers, toute une éducation. Toi, quelle place ça prend, ça, dans tes suivis? Centrale, vraiment. Je trouve hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est des choses qui reviennent constamment. Je pense qu'il y a justement différentes couches, en fait. On peut se dire, OK, on peut aller dans quelque chose de vraiment sur des outils, de se dire, on optimise la performance avec des techniques de concentration, par exemple, ou de respiration, de gestion du stress, etc. Mais après, il y a potentiellement, après de nouveau, ça dépend aussi de la demande de la personne, pourquoi elle vient, mais forcément, je pense que c'est intéressant vraiment d'avoir l'image globale, parce que comme je disais avant, on n'est pas que athlète, donc aussi de savoir le pourquoi. Parce que forcément, on va parler de la motivation. Certains athlètes qui viennent, peut-être ça peut être en raison d'une blessure, on est arrêté à un moment donné, ou une phase difficile de sa carrière. Donc, on vient toucher aussi à ça. Du coup, pourquoi est-ce que c'est difficile à vivre ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Donc, je ne peux pas pratiquer mon sport, qui est toute ma vie. Donc, forcément, ça renvoie à des choses qui ne sont pas faciles qui je suis sans le sport. Donc, c'est aussi l'occasion d'explorer ça. C'est essayer de l'amener comme une opportunité d'agrandir ce champ. Donc, pour moi, ça part de toute façon là-dedans, de se dire, mais OK, pourquoi on fait ce sport aussi ? Qu'est-ce qui nous a amené à le faire ? Et aussi, justement, quel est le plaisir qu'il y a dedans ? Je pense que ça, c'est aussi un mot central que parfois, on peut se rendre compte que certains athlètes, au bout d'un moment, on n'ont plus, ou moins, ou ont oublié. Et simplement aussi de poser ces questions-là, de
venir explorer comment ça a commencé, quelles étaient les premières sensations qu'on a eues quand on était vraiment en train d'être à fond dans le moment. Je pense que c'est important pour pouvoir se reconnecter à... Voilà, on parle des sources de motivation intrinsèques. Et ça, c'est des vraies ressources. Donc, on élargit ce champ pour pouvoir en avoir au maximum, je dirais. Ouais. Et puis là, je prêche un peu pour notre paroisse, et puis plus particulièrement pour la tienne, c'est que c'est là l'intérêt, parce que j'ai discuté même à midi avec ma collègue sur justement la différence finalement entre coach mental, psychologue du sport. C'est un peu la différence, c'est qu'un coach mental, il va peut-être être très spécialisé sur optimiser la performance, des techniques, etc. Ce qui est très bien, et puis qui peut faire un super boulot là-dessus. Par contre, il y aura peut-être moins cette palette aussi clinique, si on veut, pour aller chercher des choses plus en lien avec le passé, l'estime de soi, le futur, toutes ces choses-là. Ouais. Donc c'est là aussi l'intérêt d'avoir quelqu'un qui est spécialisé déjà en psycho du sport et aussi qui a un parcours, un master en clinique. Donc voilà, petit coup de pub. Et ça m'amène un peu à faire la transition vers peut-être ton parcours à toi. Dernièrement, alors, t'étais pas encore à un niveau élite. Enfin, quoi, je suis pas sûr, mais t'as vécu une grosse blessure qui t'a forcé à être à l'arrêt aussi. Dans ta carrière, dans le sport équestre, aussi, t'as eu une fin de carrière à... Je sais plus exactement comment ça s'était passé, mais qui était pas évidente. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, puis comment peut-être ce que tu as vécu, comment tu as géré ça, de la perspective du coup de l'athlète? Ouais. Non, je pense que je peux commencer par ma transition sportive. Donc, à l'époque, j'étais partie aux Pays-Bas pour m'entraîner et le but, c'était d'aller aux Jeux Olympiques de Rio. Donc, j'ai couru pour la Suisse, puis ensuite pour les Philippines. Donc, je terminais mon master de psycho. J'étais en plein là-dedans, en fait, dans l'athlète qui était en études, qui allait à droite, à gauche, des compètes. Et voilà. Et puis, pour donner une idée, sauf erreur, tu allais aux Pays-Bas tous les week-ends pour t'entraîner. Donc, les gens se rendent compte quand même au niveau de l'organisation, ce que ça représente. Non, c'était, ma mère venait me chercher, m'amenait à l'Uni. C'était... Voilà, puis avec beaucoup de soutien justement autour pour que ce soit réalisable. Mais c'était très, très intense. Puis je voulais vraiment me dire, OK, maintenant, je peux aller pro. J'avais terminé 5 ans derrière moi d'études et les Jeux approchaient, donc en pleine qualif là-dedans. Et j'ai eu beaucoup de chance. Mes parents me soutenaient pour ce sport qui, on le sait, a un certain coût. Donc voilà, je suis extrêmement... chanceuse d'avoir eu leur soutien. Et puis j'étais dans une période où justement, comme je voulais aller au jeu, on voulait vraiment faire les démarches de sponsoring, de mécénat, qu'est-ce qui était possible. Mais il y a eu un changement très brutal au niveau familial, au niveau financier. Voilà, en gros, j'ai dû tout arrêter du jour au lendemain, vendre les chevaux, séparer d'eux. Et je me suis retrouvée en l'espace même pas 2 mois, même moins que ça, de retour en Suisse, dans un bureau. J'ai travaillé à la Fédération équestre internationale pour trouver un job, rebondir et nouvelle vie, quoi. Donc, ça a été ultra brutal parce que moi, ma vie, c'était les chevaux. Je vivais... Quand j'avais terminé, je faisais plus que ça. Je vivais sur place. Je sortais de ma chambre, mon cheval il était en face, quoi. Limite, s'il y avait le manège, j'étais juste là. Donc, c'était vraiment que ça, ma vie. Et ouais, ça a été hyper difficile. On parlait de ça au niveau identitaire, quoi. Ça fait depuis 8 ans, que j'ai l'âge de 8 ans que je fais ça. J'avais un projet défini, j'allais là-bas. Tout était clair, quoi. Tout était planifié. Puis en fait, ça se passe pas comme ça. C'était apprentissage de la vie. Pour des facteurs qui sont pas sportifs. Ouais, d'autant plus. Parce qu'on peut se dire, OK, c'est l'objectif, je me qualifie pas. Il y a un sens derrière ça. Là, c'est quelque chose où, pour des facteurs extra, monétaires ou autres, tout d'un coup, tout s'arrête.
ça rajoutait beaucoup de complexité à comment on dealait avec ça, justement. Accepter que c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Mais ça m'a énormément appris, même si j'ai passé par une phase vraiment difficile. Mais c'est dans ces moments-là aussi qu'on vient se questionner sur nos ressources, qui on est autrement que quand on fait quelque chose, quand on se réalise par quelque chose, en fait. Ça semble un peu des fois abstrait, parce qu'au début, on se dit, mais j'en sais rien, en fait. Je ne me suis pas forcément posé toutes ces questions. Pour moi, c'était évident, je savais où j'allais. Et puis le temps a aidé, beaucoup de travail sur moi. Et aussi, justement, la volonté, ça a été aussi un drive pour moi de me dire, je ne suis pas la seule à vivre ce genre de transition, que ce soit justement dans le sport, pour des blessures. Typiquement, c'est ça aussi, c'est un facteur comme ça qui arrive, et puis on est coupé dans nos plans, mais aussi dans la vie de tous les jours. J'ai travaillé aussi pas mal des personnes qui avaient fait un burn-out, et selon comment on change complètement. Et il y a beaucoup de questions justement identitaires de j'allais là, et puis en fait qui je suis quand je ne travaille pas, qu'est-ce qui se passe. Donc par la suite, c'est devenu quelque chose que j'ai vraiment eu envie d'amener, mais au moment, dans la perspective athlète, c'était je pense pour moi, il a fallu aller au fond du fond pour le vivre, pour me questionner, pour être face à tout ça. Mais j'ai appris vraiment qu'on pouvait aussi remonter. Et maintenant, c'est resté vraiment aussi un gros facteur sur lequel je peux me reposer, c'est de me dire, de me séparer de mes chevaux. Ça a été vraiment un des trucs les plus difficiles, parce que c'était plusieurs deuils à faire. C'était pas que arrêter de monter à cheval, quoi. C'était arrêter la compète, arrêter le sport que j'aimais faire, quoi, vraiment. Ne plus avoir la possibilité du tout, me séparer de mes chevaux, dont un que j'avais, Tenson, pendant plus de 10 ans, avec qui on a tout fait, Vinny, que j'ai eu 3 ans, et c'est perdre ses meilleurs amis. Donc beaucoup de deuil, mais maintenant je me dis, ok, si ça, j'ai pu aller au travers, je dis pas que c'est plus douloureux, ça allait autrement, comme un deuil. On prend du recul, ça prend une place différente. Je me dis, ok, ça a été un gros truc que j'ai pu, sur lequel j'ai pu rebondir, et puis ça me donne de la force maintenant. Oui, puis c'est des deuils alors de relations, mais c'est aussi le deuil de comment j'avais projeté que ma vie allait se passer. Puis ça, on n'a pas besoin d'être sportif de haut niveau pour le comprendre. On a tous nos plans. Exactement. Et puis que ça soit au niveau pro, au niveau familial, où je vais vivre, puis ou bien le couple, quoi. Je me marie, je signe un papier qui dit qu'on sera ensemble pour la vie, puis 2 ans plus tard, c'est terminé. Donc, en fait, ces changements, ça peut être aussi extrêmement anxiogène, parce que surtout quand tu as une vie qui est autant réglée, tu n'as aucune question à te poser. C'est entraînement, tac, tac, peut-être dans une routine hyper machinale, mais c'est un côté très rassurant, parce que tu n'as pas à te demander qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. C'est quoi qui t'a aidé à faire ce lâcher prise, et puis à peut-être justement au niveau identitaire, sur quelle autre identité peut-être tu t'es reconstruite? Ouais, c'est vraiment fondamental ce que tu dis. Je pense que c'est l'acceptation qu'on n'a pas la maîtrise, justement. Ça a été un gros truc, qu'on n'a pas le contrôle. On pense l'avoir, vraiment, on pense vraiment bien qu'on est en maîtrise de la situation, mais en fait, on ne sait rien. Je pense qu'il y a un vrai process qui se fait, parce que tu ne dis pas, ok, je lâche prise. Comprendre justement ce que ça représentait pour moi, qui j'étais quand je faisais du sport, ce que ça m'amenait comme satisfaction. Donc déjà comprendre ça, puis ensuite me dire, mais aussi qu'est-ce que j'ai pas pu explorer. Je sais que j'ai toujours fait de sorte de pouvoir avoir une vie sociale la plus remplie que je pouvais, dans la mesure du possible, mais c'est vrai que je connaissais pas la vie. Les premières vacances que j'ai eues, quand j'avais trouvé un job en revenant, j'avais 2 semaines de vacances, j'étais, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi. C'était vraiment c'était anxiogène, quoi. Et je pense que c'est un sentiment qu'on peut avoir, ce vide, en fait, quand on arrête d'être dans le faire. Et
il y a une part d'acceptation, le mot qui est toujours pas facile à entendre forcément, mais oui, il faut accepter aussi qu'on vit ce truc où c'est hyper inconfortable, qu'on peut pas faire sans. Enfin, en tout cas, pour moi, je sais que je devais être avec toutes ces émotions-là, que j'allais pas pouvoir être forte à me dire non, c'est bon, tu vas bien. Non, c'était une période difficile et c'était OK en fait aussi. Comme justement quand on vit un deuil ou des moments difficiles, c'est qu'il y a une part du process où c'est aussi d'être avec ça, de pouvoir se laisser être triste, être en colère, être toutes les émotions ou vivre tout ce qu'on a besoin de vivre. Donc là aussi, ça m'a permis aussi de me dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire d'autre? Qu'est-ce que j'ai pas pu faire d'autre? J'avais jamais pu faire d'autres sports. J'avais eu des dispenses de gym toute jeune. Donc, en vrai, à part l'équitation, puis l'entraînement que je faisais à côté comme prépa, je m'étais j'avais jamais pu vraiment essayer autre chose. Le ski ou 2-3 trucs comme ça. Mais même, je voulais pas me blesser, donc j'en faisais presque pas. Donc, j'ai commencé la boxe. Et ça a été le premier sport que j'ai aimé hors du cheval, où j'ai pu me dire, OK, là, je ressens un truc, j'ai envie d'y retourner. Ça me fait quelque chose. Et là où c'était hyper intéressant, c'était vraiment pour le plaisir, quoi. C'était pas, je dois performer, je m'entraîne pour de la compète. Mais c'était assez challenging au début. Quand on va, voilà, je suis allée aux premiers entraînements, puis on est débutant, quoi. On sait rien. Et puis, en venant du sport de haut niveau, on se dit, c'est une toute autre posture. Donc là aussi, c'était pas de lutter contre ça, de se dire, faut tout de suite que j'arrive, même si l'instinct, le côté compète, il est toujours là. Mais je pense que de prendre un peu une posture d'observation de ce qui se passe. Voilà, j'essaie de noter tout ce qui se jouait en moi à ce moment-là. Et puis d'apprécier. Je vois que je fais des progrès, c'est cool. En fait, c'est la première fois que je mesure du progrès dans une autre pratique. Et puis après, j'ai croché, j'ai eu à fond envie de faire. Et puis ça m'amène au deuxième truc que tu as mentionné. J'ai tellement croché que la nouvelle apprentissage de la vie aussi. C'était intéressant parce que c'est aussi quand moi je me développais professionnellement, donc j'avais beaucoup d'énergie comme ça d'attaque, on y va, on fonce. Puis la boxe me donnait aussi donnait ce côté-là et j'en ai fait beaucoup et je me suis luxé la rotule en fait dans un entraînement bête. On dit toujours un bête faux mouvement, mais qu'est-ce que disait le corps à ce moment-là? Moi je l'ai analysé ou j'ai essayé de prendre du recul. Avec mes propres perceptions, mais pour moi voilà, j'avais poussé beaucoup et j'ai dû réapprendre à OK, maintenant on n'est pas dans le faire, on apprend de nouveau à se calmer. Et là littéralement on a des béquilles, j'ai dû me faire opérer, la convalescence a été quand même longue, pas remise 100%, mais ouais, c'est un apprentissage quoi, de nouveau à se dire qui je suis, qu'est-ce qui se passe quand je suis pas en train de faire quelque chose, et puis se recentrer sur soi. Et puis voilà, non, ça a été intéressant. Et puis aussi de le comprendre de l'autre côté, parce que les athlètes qui viennent pour des blessures, c'est aussi on sait tout ce que ça génère comme frustration ou comme émotion. Mais là, j'étais de l'autre côté, donc j'ai essayé vraiment aussi de le vivre un peu avec cet œil observatrice. Œil observateur, de me dire OK, mais qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe et comment ça, c'est aussi intéressant de le voir de ce côté-là, quoi. Pour des athlètes qui viendraient me voir, je me mets aussi encore plus dans la peau de ce qu'ils ou elles peuvent ressentir. Est-ce que tu arrives ou est-ce que c'est des fois difficile de jongler entre ces deux casquettes, entre la psychologue qui est là et qui est là pour aider l'autre, et puis tout d'un coup la compétitrice qui pourrait revenir avec plus un peu du mentorat ou des conseils qui peuvent avoir une super valeur, mais qui des fois peuvent être trop un peu la ligne directrice. Voilà, moi j'ai réussi en faisant ça, donc c'est la seule voie. Non, je pense que c'est très intéressant que tu fasses la distinction entre les deux. Pour moi, mon rôle et mes casquettes sont claires. Enfin, c'est psychologue dans le domaine du sport et coach mental, préparatrice mentale.
Et si je devais être amenée à prendre plus ce côté où je partage mon expérience, ce serait vraiment en le demandant à la personne, en validant avec la personne, est-ce que c'est ça qu'elle souhaite. Ouais. Je vais pas le faire d'office, parce que pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Mais si je me dis, ah ben voilà, parce que forcément, certaines choses font des résonances, puis ça, c'est ce qu'on vit aussi en tant que psychologue, mais c'est du coup de le partager, mais en mettant bien ma casquette, pas en disant fais ça, mais voilà ce qui se passe chez moi quand moi j'ai vécu cette expérience. Qu'est-ce que toi ça te fait comme émotion, qu'est-ce que ça te fait vivre. Mais je prends pas ce rôle-là, je dirais plus, je serais plus dans l'échange justement, mais pas genre je suis prudente, je pense, à ne pas laisser mon ancienne vie d'athlète prendre le rôle comme ça directrice, sinon j'aurais l'impression vraiment de passer à côté plutôt de mon mandat de psychologue, quoi. Donc à moins qu'après une demande soit différente, et par exemple en intervention, par exemple en animation j'anime en entreprise ou de groupe, voilà, c'est différent, on va peut-être plus parler de ces choses-là, mais pas, je dirais pas en séance individuelle, quoi. Bon, puis finalement, là, je te pose la question avec ta casquette d'athlète, mais c'est vrai que ça, c'est un truc auquel on doit se gaffer en tant que psy, de pas confondre notre vécu avec celui de la personne, parce que comme tu dis, ça fait des résonances. Et chacun, on pourrait vite tomber dans le côté moi je l'ai vécu comme ça. Moi, c'est quelque chose que je trouve difficile et sur lequel je travaille beaucoup. C'est typiquement le fait, par rapport à la discipline ou comme ça, étant quelqu'un qui est appris à être super discipliné, je dois vachement me gaffer de ne pas tomber quand des gens ont de la peine avec ça, à pas tomber dans le mais non, c'est facile en fait. Ouais. Il n'y a qu'à faire comme ça. Donc, ça, c'est un point auquel c'est vrai qu'en fait, de toute façon, dans l'accompagnement, on peut tomber. Et qui peut, petite critique au passage, je vois peut-être cet écueil-là dans des personnes qui font de l'accompagnement, qui n'ont pas une formation vraiment très étoffée, qui ont peut-être fait un petit cours de coaching comme ça, et qui coach des personnes qui ont la même problématique qu'elles, que ce soit dans des maladies chroniques ou n'importe. Je sais pas, moi j'ai vécu X choses, donc je peux accompagner, puis je comprends mieux les gens qui ont vécu exactement la même chose. C'est d'ailleurs des fois aussi une demande, j'ai l'impression, où les gens ont une croyance, ils disent non mais moi, il n'y a que quelqu'un qui a vécu la même chose que moi qui peut me comprendre. Alors ça peut amener beaucoup de choses, mais le risque, c'est aussi que en fait, la personne confonde son rôle. Non, je trouve que c'est très juste ce que tu dis. C'est un truc qu'on voit, que je remarque aussi. Ouais, je dirais que c'est important de faire la part des choses, je pense, vraiment. Et il n'y a pas de juste ou de faux. On peut justement avoir. Ça peut être aussi rassurant pour certaines personnes de se dire, ah bah tiens, la personne vient je dis là peut-être dans ce cas-là, mais pour tout autre domaine aussi, elle connaît ce domaine, elle connaît la problématique. Mais des fois, c'est aussi intéressant par exemple pour le sport, je prends un exemple encore un peu plus précis. L'équitation, ok, je connais bien, mais pour moi, c'est aussi justement intéressant quand je connais pas du tout le sport. Après, bien sûr, on se renseigne pour comprendre le fonctionnement, mais pas avec l'œil de ça amène une autre approche. Mais parfois, dans d'autres situations, ça permet de vraiment bien saisir les enjeux qui sont des fois pas forcément perceptibles. Mais je trouve que la limite est fine, parce que c'est de nouveau moi ce que j'ai vécu peut-être quand je faisais du dressage. Mais ce qui est intéressant, quand on ne connaît pas le sport, la personne va nous le raconter. Elle va l'expliquer avec ses propres mots et du coup, ça donne vraiment une posture différente. Donc, c'est dur à dire vraiment, mais je pense que c'est important d'être très conscient en fait, surtout de ça, et d'être conscient nous en tant que psy, comme tu disais avec la discipline, ça aussi je comprends bien ce que ça nous fait vivre à nous, mais je pense pas qu'il faille forcément
être du domaine, parce que sinon il faudrait faire tous les sports, ou bien on peut avoir toutes les psychopathologies pour... dans ce sens-là, ouais, justement. Mais après, on peut se spécialiser dans certaines choses parce qu'on connaît bien, puis ça c'est aussi extrêmement pertinent. Donc, oui, puis ça dépend beaucoup finalement de la personne. Ouais. Il y a des gens pour qui c'est super important, puis tant mieux, puis d'autres pas. D'autres qui aimeraient justement quelqu'un qui n'a pas du tout vécu ça. Et on arrive gentiment vers la fin, parce que ça fait déjà bientôt 1 heure, je crois qu'on se parle, mais c'est cool. On pourrait continuer encore un moment. Mais je voulais te lancer un peu, pour terminer, sur un peu la suite pour toi. Et puis en lien avec, justement, je disais au début que ta vie, ta profession se mélangent. Il y a des boucles qui se bouclent, comme tu m'as dit avant. Tu me disais que tu te lançais tu avais terminé une formation en Equi-Coaching. Est-ce que tu peux, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est, comment tu l'intègres dans ta pratique? Oui, bien sûr. Oui, c'est vraiment une boucle qui se ferme, je ne sais pas, parce qu'elle va, qui va continuer certainement. Donc non, l'Equi-Coaching, je suis encore en cours de formation. L'Equi-Coaching, c'est un peu le terme le plus simple, mais on dirait plutôt du développement personnel avec les chevaux. Sachant que les chevaux, c'est des animaux qui vivent en troupeau et c'est on peut dire, maîtres de l'intelligence émotionnelle et collective, quoi. Si on observe leur organisation, c'est fascinant, quoi. Comment est-ce qu'ils bougent, ils ont tous des rôles différents. Il y en a un qui est plutôt le guetteur, il y a un leader, il y en a un qui est plus à prendre soin des autres, un fédérateur. Donc, ils ont une organisation comme ça très intéressante. Aussi les distances qu'ils mettent entre eux. Donc, il y a beaucoup de parallèles en fait, qu'on peut appliquer avec nous, ce qu'on vit. Typiquement, dans une équipe ou en famille, voilà, quelles sont les distances qu'on a avec les gens. Quand est-ce que un cheval qui vient trop près d'un autre cheval, l'autre il lui dit stop, laisse-moi mon espace, quoi. Mais l'autre cheval va dire ok, je vais ailleurs. Mais nous, comment est-ce qu'on vit quand on nous dit quelqu'un vient trop près? Est-ce qu'on lui dit t'es trop près? Puis l'autre personne, comment est-ce qu'elle le vit? Ah, quoi, on m'a dit j'étais trop près. Ah non, je le vis mal, c'est un rejet. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui nous font réfléchir, et on amène les gens en fait sur place. Donc par exemple une séance individuelle, la personne viendrait au manège, et il y a beaucoup d'exercices hyper intéressants qu'on peut faire avec les chevaux, que ce soit dans le toucher aussi, parce qu'on sait que les chevaux ils ont un champ magnétique comme ça très calme, ils ont un champ qui porte très loin, donc il y a déjà quelque chose de très apaisant quand on est autour d'eux. Et ils vont être très sensibles aussi à nous, comme on va respirer. Donc là aussi, on peut vraiment voir quand je me connecte vraiment à moi, comment je me sens, à ma respiration. Est-ce qu'ils vont me suivre ou pas si je fais un exercice? Quand je le touche, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est d'accord, pas d'accord? Et puis ça donne du feedback en temps réel. Donc c'est très, très intéressant. Par exemple, on prend un cheval à la corde. Il faut faire un petit parcours. Certains chevaux vont pas vouloir avancer. Ils vont garder les 4 pieds au sol. Et même si on essaie de lui dire de nous suivre, et puis il vient pas. Donc ça peut être hyper intéressant de se dire ok, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a peur, ou est-ce qu'on essaie d'utiliser de la force? Puis là, à nouveau, le parallèle se fait avec dans notre vie en général. Comment on fait quand on a peur? Comment est-ce qu'on deal avec ça? Comment du coup ça impacte les gens autour de nous? Et on voit que souvent, ce qui se passe quand on vient travailler là-dessus, vraiment sur le moment, quoi. On commence à discuter de ces choses-là. On s'autorise à se dire, en fait, j'ai peur, quoi. J'ai peut-être peur des chevaux, mais je voulais pas le dire, je voulais pas le montrer. C'est des choses qu'on connaît bien, hein. Là, le cheval, tout à coup, face à de l'authenticité, il va avoir confiance. Parce que le cheval, c'est très simple. Il perçoit nos expressions faciales. Donc, il y a eu des recherches qui ont été faites là-dessus. Il perçoit nos intonations de voix. Et il perçoit aussi la façon dont notre cœur bat. Donc, notre chant aussi à nous magnétique. Donc, quand on a peur, notre cœur bat plus vite. Le cheval le sent. Puis si en même temps on sourit, puis on essaie de montrer qu'on n'a pas peur, lui, animal de fuite, il est sensible à toute incohérence. Donc, il voit un truc qui sonne bizarre, ou qui dit « Attends, il y a un truc qui n'est pas net, là », il ne va pas suivre. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, dès le moment où on vient s'aligner, il se dit « Ah, ok, il a peur. Oui, moi, je m'en fiche s'il a peur, c'est pas grave. » Il
il n'y a pas un signal qui émane qu'il veut 2 ou 3 trucs en même temps et c'est pas clair, en fait. Donc là, il peut se dire, OK, on peut commencer à aller ensemble, je peux commencer à faire confiance. Et quand les gens peuvent expérimenter ça, qu'en fait, un cheval va quand même les suivre au moment où ils sont peut-être dans leur vulnérabilité, à avouer ou à se dire que c'est OK, en fait, d'avoir peur, ben là, le cheval suit. Donc, c'est hyper fort, en fait, en termes de message, qu'après, on peut reproduire. On le vit, on a expérimenté ce truc qu'on reportera forcément après dans notre quotidien. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de comment je l'intègre dans la pratique. Et puis, même chose avec des équipes. Voilà, c'est vraiment utiliser leur intelligence émotionnelle et collective pour nous connaître mieux, en fait. Ouais. Ça, c'est hyper intéressant. Ça me fait penser, en fait, à peut-être quelque chose pour les gens qui ont peur du jugement ou qui sont pas à l'aise forcément dans les interactions. Ce côté incohérence, c'est assez intéressant parce que les chevaux le captent, mais en tant qu'humain, on capte aussi quand il y a des incohérences entre la voix, le langage corporel. Donc ça peut être aussi un truc qui peut apaiser les gens à se dire, mais j'ai pas besoin de garder une façade si je suis juste moi-même, puis cohérent, aligné entre comment je me sens, comment je me présente, ben, l'autre va aussi peut-être se sentir beaucoup plus à l'aise parce qu'il n'est pas face à des messages qu'il comprend pas. C'est ça, absolument. Et je pense que c'est ça la richesse avec les chevaux, c'est qu'ils sont pas intéressés par les masques, par les façades. Le seul moyen qu'on connecte avec eux, c'est en étant nous-mêmes. Donc voilà, tout ce qu'on va faire semblant, tout ça, eux, ils s'en foutent, quoi. Vraiment, ça, aucun intérêt. Qu'on projette, vraiment là, non, ça les intéresse pas. Donc, c'est vraiment l'invitation à aller là, à laisser un peu ces masques de côté. Et surtout, je trouve que ce qui vient renforcer ça, c'est que comme on connecte avec eux dans ce moment où, normal, c'est une phase peut-être de nous qu'on n'ose pas montrer, mais comme eux, ils viennent nous chercher là-dessus, et puis on voit qu'ils nous acceptent, ils nous soutiennent, ils vont nous faire confiance, ils vont nous suivre. Quand on est là-dedans, ben on se dit, OK, mais en fait, c'est peut-être une ressource plutôt que quelque chose que je dois éviter, puis cacher, que d'aller dans sa vulnérabilité, être en contact avec ses émotions, ben, c'est pas forcément justement ce qu'on doit éviter. Enfin, même on a souvent l'habitude que ça se passe comme ça, mais au contraire, on va aller se connecter avec eux pour ça. Donc, c'est hyper intéressant, comme tu dis, pour les gens, comme tu mentionnais là avant, clairement. Merci déjà beaucoup pour cet entretien. Il faudra que je le réécoute, je pense, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai envie de me remémorer. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ? Ah, c'est une jolie question, merci. Écoute, de bonnes vacances, parce que je suis en vacances. Non, de continuer à être guidée par ce qui me passionne, franchement. Et je me rappellerai justement toujours que, on en parlait là en off, de la première fois que j'étais venue pour ton atelier aussi, de commencer son activité d'indépendant. Et puis c'était aussi de se faire confiance, de revenir à ce qui nous anime, malgré ce qu'on peut penser, ce qu'il y a autour. Et puis finalement de continuer dans cette énergie-là. Mais tu avais planté cette petite graine. Donc continuer à l'arroser, quoi. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, je me tourne de nouveau vers la caméra. Si vous voulez contacter Anne-Rita ou simplement la suivre, elle est pas mal présente aussi sur les réseaux sociaux. Et puis, il y aura tout, du coup, dans la description du podcast, de la vidéo YouTube. Je mets toutes ces informations. Donc, n'hésitez pas si vous voulez travailler avec elle, si ce qu'elle vous a dit aujourd'hui dans ce podcast vous intrigue. Vous aurez son contact. Et puis, je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.